On reparle de la situation en France parce que, évidemment, la menace islamiste est extrêmement présente. Elle a frappé samedi soir tout près du pont de Bir Hakeim. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'était que ce n'est pas un lieu qui a été choisi au hasard. Certes, c'est à côté de la Tour Eiffel, un lieu hautement touristique, mais surtout, c'est à quelques centaines de mètres de la stèle qui commémore l'ancien emplacement du Veldiv. C'est la plus grande rafle des 16 et 17 juillet 1942. On va revenir avec Maxime Leguet sur le parcours de ce terroriste qui n'avait pas choisi ce lieu par hasard. Armand Radja Pourmiandoab est de retour en prison. Il y avait déjà passé 4 ans de 2016 à 2020. Après 96 heures de garde à vue, le franco-iranien a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Le tout en état de récidive légale. L'assaillant a ensuite été placé en détention provisoire et à l'isolement. Si son avocate s'attendait à cette décision, elle affirme cependant avoir combattu la mesure d'isolement prise à l'encontre de son client. Évidemment que je l'ai combattue et malheureusement je n'ai pas obtenu qu'elle ne prospère pas. Donc le juge des libertés de la détention a estimé que, à la fois pour la sécurité de mon client mais également pour la sécurité du personnel pénitentiaire, il était indispensable qu'elle soit retenue et mise en œuvre. Armand Radja Pourmiandoab a assuré avoir répondu à l'appel de l'État islamique de s'en prendre à des membres de la communauté juive. Une attaque qui a eu lieu à quelques pas seulement du jardin mémorial des enfants du Veldiv, une cible envisagée par l'assaillant. À ce stade, et selon une source proche du dossier à CNews, rien n'indique que d'autres personnes que lui aient été au courant de son projet criminel. Franck Tapiro, ça fait froid dans le dos, évidemment. Oui, parce que en fait, le projet, c'est une commémoration de sa part. Une rafle pour une autre rafle. Celle du 7 octobre pour celle du Veldiv. Ce qui, encore une fois, replace, quand on en parlait dès le démarrage, juste après le 7 octobre, quand on avait des comparaisons sur l'Allemagne nazie, sur les bourreaux nazis, sur la rafle du Veldiv, en disant qu'il s'est passé, oui, une vraie rafle ce jour-là, eh bien voilà, la preuve, même les terroristes nous donnent raison. Encore une fois, ça doit faire méditer toutes celles et ceux qui ont pu dénier le caractère terroriste de cette action. Et la rafle antisémite qui s'est passée ce jour-là. Julien Drey, le Veldiv, c'est 13 000 juifs raflés, moins d'une centaine qui sont revenus. Dedans, il y avait près de 4 000 enfants. D'abord, je voudrais rappeler quand même que les parents de ce meurtrier se sont totalement désolidarisés. Et on ont eu des phrases très dures. Et on a perdu notre enfant. Ouais. Parce que... Et demander pardon à la France. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est important. Absolument. Parce que souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est un geste extrêmement courageux. Et c'est un geste en plus courageux parce que je pense, comme ils sont d'origine iranienne, ils savent ce que ça veut dire, l'oppression des mollahs et l'islamisme radical. Et c'est pour ça que je pense qu'il doit être un drame terrible, parce que c'est un des pays où il y a le plus d'affrontements aujourd'hui. Malheureusement, la solidarité internationale est faible. On ferme les yeux, on se détourne. Mais tous les jours, les mollahs assassinent des femmes, les pendent. Tous les jours, et on regarde ailleurs, on essaye de se concilier, etc. Bon voilà, je m'excuse de faire cette parenthèse. Non, mais vous avez chaque raison. fois que j'ai une fenêtre pour rappeler le combat du peuple iranien, j'essaye de l'utiliser. Pour revenir sur le Veldiv, sur cette rafle, et ce qui était le but en fait de cette aventure meurtrière de ce terroriste. Alors, je crois il était dans un délire antisémite. Lui, il considère qu'aujourd'hui, les Juifs, c'est l'ennemi, qu'il faut les... je ne suis même pas sûr qu'il avait une référence historique. Il sait simplement qu'il y a des Juifs, qu'il y a le drapeau, que c'est là que ça s'est passé, et il fallait frapper. Voilà. Éric Nolot et puis Louis Dragnel. Il y a deux choses. D'abord, dans un premier temps, la dimension terroriste est passée derrière la dimension psychiatrique. Là, on voit quand même que la dimension terroriste est au centre de cette affaire. Bien sûr. Ensuite, ce qui est encore plus fascinant, dans le sens le plus négatif de l'adjectif, c'est le passage de témoin d'un antisémitisme à l'autre. D'un antisémitisme à l'ancienne, représenté par le nazisme et ses complices en France, à cet antisémitisme islamiste. Donc les deux se donnent la main. Donc là, en fait, je trouve que c'est extrêmement élaboré, moi, pour quelqu'un qu'on présente comme fou. Je trouve qu'il y a un degré d'élaboration assez étonnant, et peut-être qu'on va encore apprendre des choses au cours de l'enquête. Mais l'antisémitisme, peut-être que ceux qui le commettent changent d'identité, mais les victimes restent les mêmes, c'est toujours les juifs. Et ça valide l'idée qui est en débat depuis déjà plusieurs années, que l'antisionisme aujourd'hui n'est que l'habillage d'un antisémitisme. Ça devient de plus en plus évident. Puis ça me rappelle aussi la préméditation du meurtre, par exemple, de Sarah Halimi. On a fait croire aussi qu'il était fou, qu'il y avait une bouffée délirante aiguë, et qu'il y avait une abolition totale du discernement.
ce qui était totalement faux. C'est pas le cas là. Il a pas l'abolition. 96 heures en garde à vue. C'est une préméditation, savoir lever le div, préparer son coup. Donc encore une fois, il faut être complètement dingue quand on est terroriste, mais quand on agit, vous en faites pas, ils sont pas dingues du tout parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Louis Dragnel. Mais premier élément, déjà, son état était jugé compatible à la fois avec la garde à vue et la détention. Deuxième élément, il l'a revendiqué. On sait qu'il a voulu cibler le Veldiv parce que c'est lui-même qui l'a dit aux policiers qui l'interrogeaient et il explique pourquoi. Il se justifie. Donc tout ça est parfaitement cohérent. On cherche à trouver des incohérences. C'est cohérent. Là où c'est affligeant et tout est archétypal, c'est que cette personne était quand même en lien avec Larossi Abala, Mohamed Aberouz, qui sont les assassins des policiers de Magnanville. Il était en relation avec l'assassin du père Hamel. Il était en lien avec l'assassin de Samuel Paty. Cette personne a suivi des séquences de déradicalisation en quartier d'évaluation de la radicalisation, puis en quartier de prise en charge de la radicalisation. Il a fait l'objet d'une surveillance de la DGSI. Il a réussi à déjouer donc tous les systèmes de surveillance. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser des vraies questions parce qu'on va pouvoir en pleurer des larmes de crocodile parce que des gens comme lui, il y en a plus de 5000 en France, documentés par la DGSI. Donc il y en a sans doute qui échappent peut-être à la vigilance de la DGSI. Donc moi, je pense vraiment que maintenant, quand on voit ce cas qui est caricatural sur tous les sujets, eh bien, si on veut éviter ça à nouveau, on ne peut pas se contenter, comme le disait tout à l'heure Elisabeth Borne, de ne pas réagir à chaud. En fait, on est déjà à chaud. On ne peut pas se permettre de répondre, comme le disait hier encore à la sortie du Conseil des ministres, je vais vous lire sa phrase, le porte-parole du gouvernement qui dit, au sujet, la question lui est posée, qu'est-ce que vous pensez de la rétention de sûreté pour ce type de personnes ? Nous ne sommes pas dans le camp politique qui analyse avant les faits. Les faits, c'était samedi dernier. Et si vous voulez, à chaque fois, ce sont le même type d'auteur. Et donc, en fait, maintenant, il faut agir. Le problème, c'est pas celui de la DGSI qui a bien fait son travail. Le problème, c'est qu'en fait, le système n'est plus adapté. Donc, il faut trouver des nouvelles réponses. Il ne manquait plus que le mot loup solitaire. Celui-là, je ne l'ai pas encore entendu. Là, il chasse en meute. Hein. Voilà, exactement. Des loups, voilà, c'est pour ça. Au moins, celui-là, il est un peu mis de côté maintenant. Julien Drey, le mythe de la déradicalisation a vécu. C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. D'abord parce que les services sont débordés, ils n'arrivent plus, il y a des failles forcément, premièrement. Deuxièmement, il y a une coordination avec le psychiatrique qui doit être opposée parce qu'il y a une demande de la DGSI d'internement psychiatrique qui leur a été refusée. Alors la demande, elle est 48 heures avant l'attentat. C'est-à-dire si la DGSI avait été suivie, il aurait été mis interné, il n'aurait pas pu faire l'attentat. Ça veut dire que même dans leur évaluation, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Donc il y a une coordination nouvelle parce que l'autorité psychiatrique, elle ne veut pas qu'on s'en mêle. Et donc elle Pourquoi ? Parce que c'est un bastion. Voilà. C'est le savoir médical, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Bon, alors après, c'est des vrais problèmes, il n'y a pas assez de place, tout ce que vous voulez, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a maintenant un problème qui est posé. Louis Dragnel, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues pour ce week-end. Il y a un risque de heurts, il y a un risque de manifestations pro-palestiniennes ou d'autres manifestations. Maintenant, n'importe quel événement est suivi avec une grande vigilance par le ministère de l'Intérieur. Même parfois un attroupement non prévu d'une centaine de personnes peut déclencher la mobilisation de 3, 4, 5, 6 unités de force mobile. Donc oui, il y a des choses qui sont organisées, mais comme tous les week-ends depuis d'ailleurs le 7 octobre, et systématiquement, donc ce sont les policiers, les gendarmes qui sont déployés, qui sont déjà surdéployés. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'il y a une explosion des priorités des missions. Et là, tout est au rouge. Donc, on a quand même des policiers, des gendarmes qui sont... Et on les remercie. Il faut dire juste à nos téléspectateurs et aux parents et nos auditeurs. Il y a plein de petits malins qui s'amusent à faire des appels et qu'à chaque fois qu'il y a un appel qui est juste une plaisanterie, c'est du travail de policier qui est détourné. D'autres missions importantes. Franck Tapiro, pour terminer. Oui, il faut vraiment redire à quel point les forces de l'ordre ont un boulot terrible aujourd'hui parce que on se rappelle d'ailleurs de Château de Versailles où tous les jours, on vous rappelez, il y avait des alertes à la bombe. Des alertes à la bombe. Et c'est vrai que quand on déplace malheureusement des unités mobiles vers un endroit où il n'y a pas de danger, et le raid, ça fragilise malheureusement un endroit où il peut y en avoir. Donc c'est très très compliqué, il faut vraiment les soutenir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à nos auditeurs et à nos téléspectateurs.